Et alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mode virtuel avant de se revoir la semaine prochaine. On termine l'Antiquité aujourd'hui avec la période dite paléochrétienne de la fin du 2e jusqu'au 5e siècle, si on se souvient bien de notre ligne du temps. Elle est très, très, très importante parce que c'est à partir de là que vont se mettre en place tous les éléments qui vont amener avec la rupture médiévale. Vous avez probablement commencé à parler de ça dans le cours avec Louise d'histoire, entre autres les invasions germaniques. C'est des choses qu'il faut comprendre parce que je vais d'ailleurs aujourd'hui avoir des petits éléments multimédia qui sont en lien directement avec les transformations historiques. Vous avez remarqué, je vais tout de suite partager un document là, et on va revenir sur d'autres choses un instant. Donc, je vous ai mis en ligne ce document-ci qui s'appelle le paradigme des époques. Donc, c'est un document où vous allez pouvoir mettre les grandes lignes qui décrivent chacune des époques qu'on va utiliser dans le cours. Fait que là, en le voyant, en le regardant, là, c'est assez simple. Pour le moment, on a vu Antiquité romaine, Pax Romana, jusqu'au 2e siècle, donc 1er et 2e siècle. J'ai mis les grandes caractéristiques ici et aujourd'hui, on regarde l'Antiquité romaine, époque paléochrétienne, donc fin 2e jusqu'au 5e siècle et vous avez des caractéristiques. En bas, vous allez pouvoir mettre tous les éléments matériels selon différentes catégories. Là, mettons, vous pouvez en faire un sur la ville, vous pouvez en faire un sur les défenses, les palais, etc. Là, je vais vous revenir là-dessus. Et théoriquement, ça va être votre document d'étude. L'idée, c'est de bien voir l'évolution des éléments matériels à chacune des phases. Donc, la semaine prochaine, on fait le Haut Moyen Âge. Donc, vous allez avoir des concepts à lire. Vous en avez 4 pour la semaine prochaine, 5e au 10e siècle, qui continuent directement, enfin, qui se construisent sur ce qu'aura légué l'époque paléochrétienne. Donc, toutes ces époques-là sont importantes parce qu'elles s'enchaînent, comme je vous disais. Donc, à partir de là, on regardera ça. De toute façon, en classe, on va être plus à l'aise pour élaborer là-dessus. Mais l'important, c'est que vous reteniez qu'à l'examen, je vais vous demander d'expliquer l'évolution d'un aspect matériel. Par exemple, expliquez-moi l'évolution de la ville, de la Pax Romana jusqu'au Moyen-Âge classique, parce qu'on va être rendu, en tout cas, on va avoir commencé le Moyen-Âge classique pour le premier examen. Donc, ça va être une des options. Et vous avez fait des hypothèses la semaine dernière. Donc là, normalement, on a vu les deux grands modes d'analyse et d'étude du passé. L'analyse des concepts que vous allez synthétiser dans le tableau que je viens de vous montrer et les hypothèses qui, elles, mettent en relation deux concepts. Donc, c'est des choses que j'ai déjà dites la semaine dernière. Là, je vous ai envoyé les corrections de tout ça. Je pense qu'on pourrait peut-être s'assurer que ça a été bien compris. Donc, à partir des hypothèses du cahier, je vais juste repartager. Donc, ça, je vous ai envoyé ça. C'est le corrigé de l'hypothèse 1. Donc, moi, sur votre copie que je vous ai retournée, j'ai annoté les éléments qui étaient peut-être un peu moins en lien directement avec le raisonnement. Donc, l'idée de ces tableaux-là, c'est de reproduire de façon synthétique le raisonnement qu'il y a dans les hypothèses qui, elles, interprètent le passé en liant deux concepts. Donc, le premier, ce qui était sur l'immanence et l'architecture religieuse, le concept 4 est développé ici jusqu'à cette ligne-là. Puis la partie suivante vise à faire le lien entre les deux concepts. C'est assez simple. Je vais le rapetisser un peu parce que moi, je ne le vois pas tout. L'idée, c'est que vous partez du concept contextuel, celui qui est historique, dans ce cas-ci, l'immanence, et vous arrivez à un élément matériel concret. Donc, comment on passe de un à l'autre, c'est les différentes étapes. Normalement, dans le texte, j'ai vraiment utilisé les affaires. S'il y a des questions, là, ne vous gênez pas là-dessus. Je pense que c'était assez clair. Puis avec le corrigé, ça devrait
avoir bien été. En tout cas, les notes sont assez bonnes. Là. Il y en a peut-être qui ont moins bien compris, mais la prochaine fois, vous pourrez vous rattraper parce qu'on en a tout le long de la session à faire. Donc, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a un l'autre semaine, juste une. Donc là, vous en aviez deux. C'était histoire de vous réchauffer l'esprit là-dessus. Donc, dans l'examen, moi, ce que je vais vous demander, ça va être d'être capable de reproduire les raisonnements des hypothèses, donc d'être capable de les refaire avec des images incluses. Fait que ça se peut que dans l'examen, je vous demande, expliquez-moi comment l'immanence se manifeste dans l'art et l'architecture religieuse. Donc, à partir de ce tableau-là, vous avez toutes les grandes lignes, vous êtes capable de reproduire le raisonnement. Donc, il y en aura un troisième qui va porter, là, vous imaginez bien, sur l'architecture chrétienne. Et je pense qu'il va être intéressant parce que je vais introduire, il va venir plus tard, là, il va venir à partir du Moyen-Âge classique, je vais introduire des comparaisons avec l'islam et le monde orthodoxe. Donc, vous allez avoir pour l'examen qui s'en vient à la mi-session, ça va tellement vite, vous allez avoir 3 hypothèses à maîtriser et la compréhension de l'évolution des concepts. Ça, on pourra en reparler en classe, mais pour le moment, est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? On peut se donner un 30 secondes de réaction. Ça va bien pour tout le monde. C'est toujours difficile en ligne là, d'attendre, mais si vous avez des questions, on peut prendre le temps là, de parler de ça. Je comprends que que tout le monde est satisfait de cette formule-là. Je pense que ça devrait être assez clair. Là. Mais là, l'important pour le moment, c'est que vous compreniez bien Maëlle, non, c'est ma souris qui passe devant. Que vous compreniez bien la différence entre l'analyse de concepts et les interprétations sous forme d'hypothèses. Donc, parfait pour ça. Merveilleux. Je suis content. Allons-y. Donc là, aujourd'hui, vous aviez que 2 concepts à étudier. Ils étaient bien simples. Si on ouvre notre cahier de notes, vous aviez la ville romaine à l'époque paléochrétienne. Donc, c'était les transformations de la ville par rapport à la ville romaine de l'époque de la Pax Romana. À la Pax Romana, vous aviez la structure complète de la ville. Elle demeure similaire avec l'ajout de 2 aspects, des fortifications et des éléments chrétiens dans la ville. Donc, ça, c'est vraiment ce que visait à mettre en évidence ce concept. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension sur ce concept? De façon générale, parce que là, aujourd'hui, on va partir de votre lecture et là, vous comprenez bien qu'il est important que vous les ayez lus, compris et que vous ayez bien regardé les images parce qu'aujourd'hui, on va voir de la matière complémentaire. Donc, je n'ai parlé donc dans ce concept que des éléments nouveaux qui se greffent dans la ville romaine de la Pax Romana pour la transformer à l'époque paléochrétienne. Donc, normalement, il y a 2 aspects. C'est pour ça que je n'ai pas rappelé les autres choses parce qu'elles restent, de manière générale, similaires. Donc, ça, c'est très important parce que la ville du Moyen Âge va se construire sur la ville paléochrétienne. Donc, ça, c'était le concept 6. Je ne vois aucune main levée, donc je comprends que... Parce que vous savez que vous pouvez vous levez la main là, si vous voulez poser une question. Là, je pense que ça serait l'idéal. Donc, je n'en vois aucune. Vous avez vu donc toute la matière. Je vous ai mis aussi les premières iconographies dans les catacombes. Donc, ça vous donne une idée de ces différents aspects-là. Je vous ai mis des sarcophages, un sarcophage païen avec des vues mythologiques et ensuite une quantité de sarcophages chrétiens. Et j'ai identifié chacune des scènes chrétiennes là-dedans. Donc, théoriquement, vous voyez bien l'évolution qui se passe à ce moment-là avec l'intégration d'édifices religieux dans la ville aussi, à l'intérieur des murailles, de façon systématique. L'autre concept concerne plus directement l'Église et l'art paléochrétien, et j'y explique là-dedans tous les éléments qui sont en lien avec l'invention de l'Église. Donc ça, c'est important que vous le compreniez bien parce que le Moyen Âge va être un moment ultra chrétien
évidemment, et ils vont partir de ces modèles d'églises paléo-chrétiennes directement inspirés des anciennes basiliques judiciaires pour construire la réalité religieuse du Moyen Âge. Donc, c'est pour ça que nous, on n'avait absolument pas le choix de revenir dans le temps à l'Antiquité, même si notre cours s'appelle Moyen Âge, temps moderne, il faut absolument revenir, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais je vois que mes flèches sont décalées ici, il faut absolument revenir sur l'époque paléo-chrétienne parce que c'est elle qui va donner les bases de ce sur quoi va se construire le Moyen Âge. Donc ça, je pense, je comprends bien que vous avez bien compris, ils sont assez simples, ces concepts. Donc, au fond, là, ce qu'on devrait faire, c'est poursuivre notre affaire. Donc, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous êtes allé sur votre Léa ce matin, là, je vais l'ouvrir juste pour vous dire qu'est-ce que j'ai mis en ligne, qu'on s'assure que tout le monde a bien vu ça. Donc, où est mon Léa? Ici, je mets ça. Donc, on est ici. Léa, c'est vous autres qui est là. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un document que j'ai ouvert qui correspond au lien multimédia pour le cours 4, comme on avait fait. Là, je vois qu'il y en a 3 sur 25 qui l'ont ouvert. Donc, les liens que je vais utiliser se retrouvent là. Je vais les commenter, évidemment. Là, j'ai bien j'ai bien coché la case partager le son de l'ordinateur, donc on ne devrait pas avoir de gossage technique. Je vous ai mis aussi les deux corrigés d'hypothèses, l'hypothèse 1 sur l'immanence et l'hypothèse 2 sur les formes de pouvoir, auctoritas, imperium et potestas, les tableaux corrigés. Donc, il fallait confronter votre correction avec ça. Et je vous avais mis la semaine dernière le grand tableau que je vous ai montré en début de séance sur les paradigmes des époques. Donc là, normalement, avec tous ces éléments-là, là, vous commencez à avoir du stock. Là. À partir de là, on va pouvoir travailler aujourd'hui. Donc, si je ferme ceci. Donc, cette semaine, vous allez avoir à lire tous les concepts sur le haut Moyen Âge qui suivent. On pourra regarder dans le cahier tout à l'heure. Donc, mon document multimédia est ceci. Donc, pour le cours 4, je vais l'agrandir un peu là, parce que c'est un peu petit. Voici ce que je vous propose pour étoffer ce que nous avons vu. Donc, d'abord, quelque chose sur la ville et ensuite quelque chose sur l'architecture religieuse et le début de l'art paléo-chrétien qui se met en place à ce moment-là. Première affaire pour le paradigme des époques, je vous ai mis une petite vidéo, j'en ai deux en fait, deux petites vidéos historiques qu'on pourrait regarder pour commencer. Donc, au fond, ce qui est important de comprendre pour l'époque paléo-chrétienne, donc du 2e au 5e siècle, c'est qu'il y a deux grands axes de modification de la société romaine qui vont être particulièrement significatifs. Donc, à partir de la fin du 2e siècle, va apparaître une instabilité politique à la fois interne et externe due par des invasions germaniques qui commencent à se manifester sur le territoire de l'Empire. Ça, c'est le premier vidéo ici. Et d'autre part, je vous disais la semaine dernière en classe que le christianisme a commencé à se développer à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qu'il commence à laisser des traces matérielles, surtout à partir du 2e siècle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle l'époque paléo-chrétienne. Donc, il y a des grandes dates à retenir. J'ai mis une petite vidéo. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder cette réalité historique-là, contextuelle, de ce qui se passe dans l'Empire romain à partir de ce moment-là. Et là, ça devient vraiment les éléments qui sont structurants de la réalité historique et ça va vous donner une bonne idée. J'ai un petit vidéo qui dure une dizaine de minutes, qui est intéressant. Je pense qu'on va l'écouter au complet. Et après, on pourra faire la synthèse de ce qu'il y a à retenir là-dessus. Vous êtes prêtes et prêts à voir cela? Si je clique ici, je pense que ça l'ouvre. Est-ce qu'on le voit? Non? Il faut que... Vous ne le voyez pas? Non. Parfait. C'est parce que je pense qu'il faut
que je partage le document ici, comme ça. Parce qu'au fond, quand on change de document, là, vous devez le voir, hein? Oui. C'est merveilleux. Mettons ça en plein écran, là. Hey, wow, wow, wow! Est-ce que mon son est activé? Est-ce que vous entendiez le son de la vidéo? Je pense que oui. Parfait! C'est merveilleux. Donc là, vous voyez le nord de l'Empire romain. Ici, là, on voit la Grande-Bretagne. Ça, ici, c'est le mur d'Adrien qui est au nord de notre affaire qu'on a étudié dans le concept 2 sur la campagne. Et vous avez le limès du Rhin. Donc, il y a une partie qui est le Rhin. Et la partie en pointillé, c'est là où on avait mis des fortifications. Donc, le limès du Rhin, lui, était en partie associé au fleuve lui-même, qui est la frontière orientale du monde romain. Et lorsque la frontière ne coïncide pas totalement avec le Rhin, on a construit des fortifications comparables au mur d'Adrien. C'est un mur qui n'est pas aussi continu, mais c'est un des grands limès. Et toutes les invasions germaniques vont arriver d'ici. Et on nous explique dans cette vidéo-là cette réalité. Donc, écoutons-le, puis à la suite de ça, on va en faire la synthèse pour savoir ce qu'il faut retenir. Parce que, comme toujours en histoire, il y a beaucoup de détails factuels. Je ne vous demanderai pas de tout retenir ce qui s'est passé, mais c'est bon d'avoir une idée de ça parce que c'est une période assez complexe. Puis souvent, on s'interroge, mais que s'est-il passé? Et je trouvais que cette vidéo était bien faite. En fait, le son, ça marche pas. Bon, c'est bon, là. C'est parce que je pense que je l'avais coché tantôt et il faut que je le recoche. Ah oui, c'est parce que on dirait que je l'avais coché en prévision. Allons-y. Donc, juste en passant, l'empereur que vous avez vu, c'est Marc Aurèle, c'est celui qui est dans le film Gladiateur. Donc, si vous écoutez un jour le film Gladiateur, parce que je sais qu'il commence à dater, c'est début des années 2000, je pense 2003, vous étiez bien jeune, mais c'est un bon film. Et au début du film, on voit justement Marc Aurèle qui est sur le limès germanique en train d'essayer de contenir les peuples germaniques. Donc, ça donne un peu le contexte de cette affaire-là. Alors, regardons ça. 192, fin du règne du cruel empereur Commode, fils de Marc Aurèle. L'Empire est en crise. Le temps des conquêtes a pris fin depuis plusieurs années et les guerres menées par Rome sont désormais défensives. Au-delà du Rhin et du Danube, une multitude de peuples semi-nomades participent à un vaste mouvement migratoire depuis le nord et l'est de l'Europe. L'un de ces peuples, les Francs, s'apprête à jouer un rôle déterminant dans l'histoire de l'Europe occidentale en constituant plusieurs royaumes germaniques dans le nord de la Gaule. Ces Germains poseront les bases du royaume franc de Clovis. Juste petit commentaire comme ça. La vidéo est surtout concentrée sur l'idée des Francs. Là, ici, on voit la Belgique actuelle et le nord de la France. Ils vont s'installer ici. Mais il y a d'autres peuples germaniques qui vont aller ailleurs. Vous les avez peut-être nommés. Je les nomme d'ailleurs. On va en reparler dans le cahier de notes quand vous allez faire les concepts sur le Moyen-Âge. Les Angles et les Saxons s'en vont sur le territoire de la Bretagne, qui est l'actuelle Grande-Bretagne. Les Visigoths vont aller en Espagne. Les Burgondes vont aller dans un territoire de la France qu'on appelle la Bourgogne, les Ostrogoths vers l'Italie. Ici, cette vidéo parle surtout des Francs, mais ça nous montre vraiment de quelle manière ces peuples-là se sont introduits dans le monde romain. Dans sa Germanie, Tacite distingue les Bataves, Chatuaires, Bructères, Chamaves, Angrivariens, Frisons et tant d'autres. Rome est confrontée à ces tribus guerrières qui se nourrissent de son bétail et boivent de la cervoise. Elle n'en comprend pas le caractère pluriethnique. En effet, ces tribus sont capables de se diviser ou de se rassembler au gré de leurs défaites ou de leurs victoires. Lorsque les Romains pensent avoir exterminé l'une d'entre elles, ils la voient se reformer juste après, tant et si bien qu'ils s'imaginent être face à des peuples d'une vigueur exceptionnelle, capables de se renouveler perpétuellement. À l'ouest du Rhin, les provinces romaines de Gaule-Belgique, de Germanie supérieure et de Germanie inférieure font face à ces tribus guerrières. Sur ces terres, conquises sur les Celtes durant la guerre des Gaules, les Romains ont construit un impressionnant réseau routier. 2 grands axes de communication ont été tracés. Le long de ces axes routiers, des centres urbains comme Tongres, Bavay, Tournai ou encore Arlon prospèrent. Donc,
Vous voyez bien ici les voies romaines qui ont été construites un peu partout. Cologne, qui est l'actuelle ville de Cologne en Allemagne, se trouve juste à la frontière. Donc, c'est une des rares villes allemandes qui est une fondation romaine. Et vous voyez ces grandes voies qui relient les centres urbains importants de tout le territoire de l'Empire. Donc, on voit bien là, la réalité à partir de laquelle se construit notre monde actuel, qui est un legs romain important. Toutes ces villes existent toujours. Cependant, l'urbanisation reste faible par rapport à d'autres régions de l'Empire. Au sud de l'actuelle Belgique, l'habitat, principalement composé de grandes fermes, est dense. Plus au nord, les côtes de la Gaule belgique. Donc ça ici, j'arrête tout le temps, là, mais ça, tous ces carrés-là, ce sont des villas rustica, ces grandes exploitations qui allient maisons de villégiature et zones agricoles de monoculture, généralement associées à des cultures qui viennent alimenter les villes en toutes sortes d'éléments. Donc, on voit là, cette réalité-là de façon très concrète ici. C'est la réalité juste avant les invasions, donc 1er, 2e siècle, Pax Romana, tel que je vous l'ai décrit dans les concepts 1 et 2. Et la Toxandrie, une région sablonneuse et marécageuse, reste peu exploitée par les Romains. De nombreuses zones sont laissées en friche et la culture celte y agonise. Pour assurer la défense de leur province, les Romains utilisent le Rhin, véritable frontière naturelle entre Rome et les tribus germaniques. Le fleuve est doublé d'un chemin de ronde et de tours de guet. Plus au sud, pour défendre les provinces romaines et réaliser une connexion avec le Danube, les Romains ont construit une série de fortifications. Mais le nord de la Gaule, qui connaît la prospérité depuis quelques générations, ne vit plus en paix depuis 178, année lors de laquelle un peuple germanique, les Chauques, pénètre dans le pays par la chaussée Cologne-Bavay et le dévaste. Cette première incursion annonce une première vague de migration qui va profondément bouleverser le nord de la Gaule. À Rome, après l'assassinat d'Alexandre Sévère en 235, l'Empire sombre dans l'anarchie et la guerre civile. Alors, donc, ce que je trouvais vraiment pertinent dans cette vidéo, c'est qu'on montre à la fois l'instabilité qui est provoquée par ces incursions de tous ces peuples germaniques-là, mais aussi l'instabilité intérieure qui est associée avec les luttes internes pour les successions impériales, les assassinats. Vous avez dû parler de ça avec Philippe. Alors que les rivaux pour le trône impérial s'affrontent, les frontières de l'Empire sont négligées. Les tribus germaniques profitent du chaos pour lancer des raids sur la Gaule. À l'est, l'Empire sassanide cherche à s'étendre aux dépens de l'Empire romain. C'est à cette époque que les Francs apparaissent dans l'histoire. Ils sont mentionnés pour la première fois par le biographe de l'empereur Aurélien, à l'occasion d'un fait d'armes qui a lieu en 241, dans les environs de Mayence. Aurélien, alors tribun de la 6e Légion, triomphe des Francs qui ont envahi la région. Selon son biographe, il en tue 700 et fait 300 prisonniers. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, les Francs y font leur entrée par la petite porte. D'ailleurs, et contrairement à d'autres barbares, ils n'ont pas d'histoire de plusieurs siècles et ne viennent pas de contrées lointaines. Les Francs sont en réalité ce qui reste de peuples plus anciens vaincus et massacrés par Rome. Ces tribus décimées se rassemblent principalement en deux endroits. D'une part, dans la région du Bas-Rhin, entre Xanten et Nimègue. C'est d'ailleurs dans cette région qu'un territoire lacustre appelé Salzé est à l'origine du mot salien. D'autre part, plus au sud, des peuples vaincus se rassemblent et sont aussi désignés comme francs, qui signifierait hardi, fier, intrépide. Depuis l'année 254, la Rhénanie et la Gaule sont victimes des raids des Francs. Ils atteignent même la Méditerranée, Tarragone est saccagée en 258, et de là ils poursuivent leur dévastation jusqu'aux côtes africaines. Les cités de Cologne, Mayence et Trèves sont des points de résistance, mais néanmoins deux voies romaines permettent aux Francs de pénétrer en Gaule. Il s'agit de la voie Cologne-Bavay-Boulogne et de la voie Cologne-Trèves-Langres. L'empereur Probus, qui remporte de nettes victoires sur les envahisseurs, de 277 à 279, commence à intégrer des Francs dans l'armée romaine. Et pendant cette période, les terres dévastées de la Gaule du Nord sont repeuplées avec des prisonniers de guerre. On installe également des Francs soumis à Rome dans plusieurs cités comme Amiens et Beauvais. Cette période est fondamentale car on assiste à la première vague de migration des Francs.
Donc ça, c'est important, là. Ici, on voit qu'on les intègre à la fois dans l'armée et qu'on leur permet de s'installer sur le territoire. Donc, c'est une façon, c'est une sorte d'immigration contrôlée, là. On voit beaucoup, on voit la même chose aux États-Unis avec les Latino-Américains qui se sont installés. Il n'y a pas eu de dimension guerrière, mais on leur a permis de s'installer. Et avec le temps, ça crée des métissages culturels. Donc, ces gens-là arrivent avec leur culture, la culture germanique. Ils vont devenir dominants dans le nord de l'ancienne Gaule romaine et ils vont fonder des royaumes à partir de ces permissions-là. Donc, il y a à la fois des attaques, mais aussi des intégrations plus harmonieuses. C'est important de comprendre ça parce que c'est des périodes complexes. Avec l'accession de Dioclétien en 285, la période d'anarchie militaire prend fin. Pour faciliter la gestion de l'Empire, Dioclétien entreprend plusieurs réformes, dont une réorganisation territoriale de l'Empire. La province de Gaule-Belgique est divisée en plusieurs parties, dont la Belgique première et la Belgique seconde. Au IVe siècle, malgré la politique d'intégration, les Francs continuent de mener leurs attaques. Après la bataille du pont Milvius en 312 et sa victoire sur Maxence, autre prétendant au titre d'Auguste, Constantin doit revenir rapidement en Germanie inférieure. La victoire qu'il remporte sur les Francs est suivie d'une paix qui dure plusieurs dizaines d'années. Cependant, à partir de 341, les héritiers de Constantin se livrent à des guerres intestines. Profitant de la faiblesse de l'Empire, les Francs reprennent les armes avec, semble-t-il, un certain succès. Autrement dit, l'interprétation des chroniques de l'époque permet d'exclure une victoire totale de Rome sur les barbares. En effet, après les combats qui les opposent à l'empereur Julien, les Francs s'installent sur un territoire qu'ils occupaient déjà, la Toxandrie. De là, ils colonisent la Campine, le nord de la Belgique et les côtes de la mer du Nord. Ils y côtoient des Saxons, mais aussi des Francs installés en Ménapie depuis la première vague de migration des années 280. Mais c'est bien cette deuxième vague de migration qui marque de manière définitive la germanisation de cette partie de l'Europe. Les Francs qui s'installent alors dans la région ont un statut particulier par rapport à Rome. Ils font visiblement acte de reddition, mais ne sont pas déportés comme la plupart des peuples qui se rendent à Merci. Ils restent en Toxandrie et apportent un soutien militaire à l'empereur Julien. Au cours des années 358 et 359, ces Francs, alliés de Rome, assurent la liberté de commerce sur les Bouches du Rhin. En 370, ils repoussent une attaque des Saxons à Dissène. En réalité, il apparaît déjà une différence entre les Francs installés sur la rive gauche du Rhin, fidèles à Rome, et ceux restés sur la rive droite, qui se montrent plus agressifs. Donc, vous voyez la complexité de la situation. On a permis à des Francs de s'installer ici et ils sont venus plus en masse à partir du IVe siècle et ils ont développé une alliance avec Rome et se sont à ce moment-là opposés à d'autres Francs. C'est vraiment une période compliquée. C'est un moment là, de grande turbulence à la fois intérieure qui se solde par un mélange culturel qui commence à se mettre en place et qui va amener au 5e siècle le Moyen Âge. Lors de l'hiver 406-407, sans doute poussés par les Huns, des peuples barbares traversent massivement le Rhin gelé. Les deux groupes de Francs restent alliés de Rome. Les relations entre les Francs de la rive droite et Rome se dégradent nettement à partir de 411, à cause de prises de pouvoir successives de différents usurpateurs. Les Francs... J'arrête encore. Vous me direz, là, tantôt, c'est tannant, ces arrêts-là, pour faire des commentaires. 411, c'est une date à retenir. Il y a beaucoup, beaucoup de turbulences sur la ligne de frontière ici. Ce qu'il va faire, c'est à ce moment-là même que Rome abandonne la Grande-Bretagne. Donc, toutes les légions qui se trouvent en Grande-Bretagne à ce moment-là vont être rapatriées sur le territoire pour renforcer l'armée romaine continentale. Et là, à partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne, elle, va être complètement abandonnée. Il y a d'autres peuples germaniques qui y vont, ce sont les Angles et les Saxons, et ça va être une bataille entre les Bretons, les anciens Celtes, et on associe généralement cette période-là au roi Arthur. Donc, c'est le moment où des royaumes bretons se remettent en place et doivent s'opposer aux Germains, Angles et Saxons qui viennent, et ils ont été complètement abandonnés par Rome. Parce que Rome a besoin de venir défendre son territoire sur le continent. Donc, la Grande-Bretagne a été romaine, l'Angleterre actuelle, jusqu'au mur d'Adrien et au-delà, a été romaine du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du 5e siècle. Après, ils ont complètement quitté.
se sentent lassés de soutenir des empereurs illégitimes aux yeux de Rome. En 413, ces Francs que l'on peut déjà appeler Rhénans se jettent sur Trêves. Ils récidivent en 423, puis en 425 et encore en 426. Ils s'emparent également de Mayence et de Cologne. En 428, Aëtius, alors généralissime de l'armée de l'Empire d'Occident, parvient à récupérer Trêves, mais il est contraint de négocier l'abandon de Cologne et de Mayence aux Francs rhénans. Les Francs rhénans, contrairement aux Francs saliens, ont beaucoup moins de relations avec l'Empire romain. De 432 à 435, la Gaule est menacée de toutes parts. Les Francs rhénans s'attaquent de nouveau à Trêves. Poussés par les Huns, les Burgondes tentent d'envahir la Belgique première. Au sud-ouest, ce sont les Visigoths qui représentent une menace. Le généralissime Aëtius est débordé. Depuis un lieu appelé Dispargum, situé vraisemblablement en Toxandrie, mais au-delà du Rhin, un groupe de Francs s'empare des cités de Tournai, puis de Cambrai. Il s'ensuit un vaste mouvement migratoire. Depuis la Toxandrie, les Francs de Clodion remontent le cours de l'Escaut, puis arrivent dans la vallée de la Somme, coupant ainsi les communications entre la Manche et le Rhin. En 448, ils subissent un échec militaire. Aëtius les attaque par surprise lors de la célébration d'une noce barbare. Après cette confrontation, Aëtius traite avec les barbares qui restent maîtres de tout le territoire en échange d'un soutien à Rome. À plus d'un titre, le royaume des Francs saliens de Clodion occupe une place importante dans le contexte géopolitique de la dislocation de l'Empire romain d'Occident. Très intéressant, là. Vous voyez, là, ils étaient établis, s'étaient intégrés dans les structures romaines. Avec le temps, ils deviennent de plus en plus puissants et le pouvoir à Rome devient de plus en plus fragile, ce qui fait qu'ils vont fonder véritablement des royaumes à l'intérieur. Donc, ils ont une administration presque autonome. Pas tout à fait, on pourrait nuancer, mais c'est important de voir ça. Donc, s'installent ces gens-là et ces gens-là créent des entités politiques à l'intérieur du royaume. Et là, c'est là qu'il va amener complètement le basculement médiéval. C'est lorsqu'il n'y aura plus d'empire, ces royaumes-là vont se libérer de toute tutelle d'une administration centrale. Sous le règne de Clodion, les Francs saliens passent d'un peuple en migration à une nation qui s'établit. Leur territoire longe le rivage de la mer du Nord, depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à la baie de la Somme, et s'étend à l'intérieur des terres jusqu'à une profondeur correspondant, grosso modo, au cours moyen de la Meuse. Ce royaume servira d'embryon au royaume de Clovis. Cependant, malgré le processus de dislocation de l'Empire romain d'Occident, les Francs de Clodion restent soumis théoriquement à l'empereur. Ils se perçoivent comme les défenseurs de Rome et de son héritage. Les Francs rhénans sont quant à eux isolés du monde romain et subissent la pression des autres peuples germaniques. Ils sont bloqués au sud par les Alamans et les Burgondes et à l'ouest par les Francs saliens. À partir de la moitié du 5e siècle, la grande forêt charbonnière joue le rôle de frontière entre les peuples francs. Enfin, sur la rive droite de la Lys, et en particulier à partir des régions de Tournai et de Cambrai, la culture franque semble avoir du mal à s'imposer. Sans doute les Francs y rencontrent-ils une population indigène plus stable et plus établie que dans les régions situées au nord. C'est là que se forme la frontière entre le monde latin et le monde germanique, une frontière linguistique qui demeure presque inchangée aujourd'hui. C'est bon. Oups, c'était un peu fou, je l'arrête. Là, je n'ai pas arrêté mon affaire. Un instant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez bien compris cette réalité? Au fond, c'est une réalité complexe. C'est important que vous saisissiez ce qui s'est passé et que ça s'est fait graduellement et que c'est comme une convergence de troubles internes, de succession impériale, de querelles entre les empereurs et les successeurs et d'éléments extérieurs qui viennent rendre la réalité plus difficile. Donc, c'est un moment d'instabilité générale. Vous pourrez le réécouter à volonté, il est très bien fait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Deuxième grand volet de notre affaire, et là, je reviens à ma page et je vous partage ça rapidement. Donc, deuxième grand élément historique, la christianisation. Ça, c'est important. Donc, c'est vraiment les deux axes de mutation des 2e, 5e siècles principaux, là. Cette espèce d'instabilité politique et économique amenée par l'immigration germanique
et l'instabilité interne, et d'autre part, la christianisation du monde romain, qui sont les deux grands facteurs de mutation. Allons-y et regardons cela. Où est-ce que j'ai mis ça? Il m'en manque, je le trouve peut-être. Je le réouvre, là. Excusez ces tatouinages. Je ne le vois pas. Oui, c'est que je pense que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Je pense que là, ça devrait être mieux. Pardonnez-moi mon affaire. Voyons, c'est où? Ah, je l'ai. C'est parce qu'il faut que je déroule mon affaire. Donc, voici un mini vidéo, mais intéressant parce que ça reprend ce que je vous ai dit la semaine dernière, les grandes dates qu'il faut absolument retenir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la lente christianisation de l'Empire romain dans le cadre donc, de ce cours sur la Méditerranée antique. Pour rappel, l'Empire romain, c'est un empire polythéiste. Autrement dit, les Romains pratiquent un culte envers des dieux très différents et dans une certaine mesure, d'ailleurs, ils tolèrent des dieux étrangers au sein de leur empire. On peut penser par exemple au culte d'Isis qui est très très pratiqué dans le monde romain. En somme, d'ailleurs, tant que les provinciaux suivent le culte impérial et tolèrent également le culte romain, Rome laisse faire, et va même parfois d'ailleurs jusqu'à pratiquer l'évocation, c'est-à-dire qu'ils font venir les dieux de leurs ennemis à Rome pour qu'ils soient de leur côté. C'est plutôt malin. Le problème, c'est que des cultes monothéistes font leur apparition en Judée. Et le judaïsme, comme le christianisme, ne tolère pas d'autres dieux que le leur. Ils refusent donc de pratiquer le culte impérial, et en particulier la pratique du sacrifice, et sont pour les Romains finalement donc source de troubles publics. Or, si les Juifs restent principalement en Judée, le christianisme se diffuse rapidement en Orient et finit par gagner Rome et même l'Occident romain. Juifs et chrétiens sont donc régulièrement persécutés. Les Juifs voient leur temple être détruit à Jérusalem en 70 par les troupes de Titus, et les chrétiens sont de plus en plus persécutés au fur et à mesure qu'ils se répandent dans l'Empire, pour aboutir aux grandes persécutions de Dioclétien en 303. La religion chrétienne finit néanmoins par s'imposer. Comme on peut le voir, elle gagne au IIIe siècle la grande majorité de l'Empire romain. Ça, c'est très important, cette carte-là. Il faut donc voir que le christianisme, c'est partout et c'est très, très fort dans les villes. C'est un phénomène fondamentalement urbain durant l'époque paléochrétienne. C'est vraiment à partir du Moyen Âge que le christianisme en Europe va devenir une réalité qui va s'intégrer à tout le territoire. Donc, c'est plus long dans les campagnes, mais au début, dans les villes, c'est très important. Au IVe siècle, l'Empire romain est menacé, sur ses frontières nord en particulier, et Constantin décide en 313, par l'édit de Milan, de tolérer finalement le christianisme dans l'Empire. Cette christianisation se poursuit tout au long du siècle, pour aboutir sous le règne de Théodose, d'abord en 380 avec l'édit de Thessalonique, l'établissement de la religion chrétienne comme religion officielle de l'Empire, puis en 392, il interdit tout simplement les cultes polythéistes, notamment les cultes polythéistes romains. Ça, c'est très important. C'est vraiment les trois dates. Je vous ai dit la semaine dernière, 313, elle est fondamentale. On tolère le christianisme à ce moment-là. Et c'est à partir de 313, avec Constantin lui-même et sa mère qui est chrétienne, Hélène, que l'on voit apparaître les premiers édifices religieux. Donc, avant 313, il y a encore des persécutions. Donc, les vestiges matériels chrétiens sont beaucoup moins importants. Après 313, on les voit se développer. Ils cohabitent donc jusque vers 380 avec toute la réalité polythéiste du monde romain. Et c'est à partir de 380 que Théodose choisit le christianisme comme religion officielle. Il va prendre une figure lui-même de porteur du christianisme et son auctoritas qu'on a vu jusqu'à maintenant va devenir une auctoritas d'origine chrétienne. C'est vraiment un moment là, de transition. On christianise la conception du pouvoir. Et ça, c'est très, très important de retenir ça. On va en reparler en classe. À partir de ce moment-là, l'empereur est chrétien et c'est la religion officielle. On tolère encore les autres cultes. C'est à partir d'autres édits, 392 particulièrement,
où l'on se met à rejeter les autres cultes. Et là, il va se passer quelque chose de bien important. On va se mettre à détruire les temples et souvent remplacer ces temples par des églises. C'est souvent sur le même site, on remplace un temple par une église chrétienne. Il y a même des temples, comme le Panthéon à Rome, qui sont transformés en église. Donc, c'est vraiment des périodes charnières très importantes. Et donc, là, on est à la fin du 4e siècle. Tout le 5e siècle va être un moment de construction d'églises dans les cités romaines et souvent via la destruction d'anciens temples. Ainsi, le christianisme peut, au IVe siècle, s'appuyer sur les structures romaines, les infrastructures de transport notamment, les villes, etc., les diocèses, pour s'organiser et perdurer même après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Merci beaucoup d'avoir... Donc, voilà. Ça, une autre chose très importante, c'est que vous avez entendu le mot diocèse. On connaît encore ce mot. Le diocèse est une circonscription administrative romaine. Ça n'a rien de religieux à la base. C'est les chrétiens qui vont intégrer leur structure religieuse à celle des diocèses. Et lorsque le monde romain, administrativement parlant, va disparaître, évidemment, le mot diocèse va rester parce qu'il est dans la structure de gestion chrétienne. Donc, ça, c'était les deux petites vidéos que je voulais vous présenter concernant la réalité historique fondamentale, cette réalité qui explique toutes les modifications, en tout cas en bonne partie, de la culture matérielle. Donc, ceux que vous avez étudiés dans le concept 6 sur la ville, donc d'abord l'intégration d'éléments fortifiés dans les villes, c'est quelque chose de très important. C'est pour répondre à cette instabilité politique et militaire que connaît le monde romain. Donc, la fortification des villes à partir de la fin du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est une réaction directe à ces invasions germaniques-là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ils vont se mettre à fortifier toutes les villes d'importance. Vous avez vu dans le concept que souvent, on ne fortifiera pas l'ensemble urbain. On va se concentrer d'une zone autour de l'ancien forum parce que souvent les villes sont très grandes, ça serait très difficile de les fortifier intégralement. Rome sera fortifiée intégralement. On a vraiment les moyens là-bas et on a fait un mur d'enceinte assez spectaculaire qu'on reverra. Mais toutes les grandes villes et les villes d'importance vont se voir fortifiées. C'est quelque chose d'assez systématique. Et d'autre part, dans les villes, surtout à partir du 4e siècle, on se met à construire des églises que l'on va concevoir selon un modèle bien précis qu'on va revoir tout à l'heure. Et souvent, à partir du 5e siècle, on détruit des temples qui se trouvent dans la ville pour y construire des églises à la place. Donc, qu'est-ce que vous diriez si on prenait un petit 5 minutes de pause, le temps d'aller faire des petits pipis et autre chose, et que l'on poursuive par la suite avec les éléments matériels? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oui. C'est bon, hein? Fait que je mets mon enregistrement sur... Bon, il était 21. Est-ce que la pause est assez longue? A été assez longue. On va s'ajuster. Êtes-vous de retour? Oui. C'est parce qu'au fond, super. Donc, première affaire, donc on a vu le contexte historique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces deux grands axes-là qui se passent dans le monde romain? Donc, le monde romain demeure relativement inchangé, mais il est marqué par des mutations profondes quand même qui sont associées à cette déstabilisation politique et militaire, économique et par la christianisation de son ensemble. Je pense que c'est assez simple à retenir. 2e, 5e siècle, voilà la base. Conséquences maintenant sur le monde matériel. On s'entend que je vous ai dit, et dans le concept 6, j'ai bien expliqué que l'on s'était mis à fortifier. Je vous ai mis de belles images des fortifications romaines à Rome.
Et donc, si vous allez à Rome un jour, je vous conseille d'aller faire un petit tour des fortifications romaines. C'est quand même assez spectaculaire. Donc, c'est un bel héritage. C'est une énorme ville, Rome. Il faut comprendre qu'elle contenait 1 million d'habitants. Donc, c'est quelque chose, là. Vous vous souvenez, dans le concept 1, on a vu les modes d'habitation, les insulas, les domus et toutes ces choses-là. Les insulas, qui sont les blocs appartements, il y en avait autour de 15 à 30 000 dans Rome, peut-être 25 000. On ne sait pas exactement, mais il faut imaginer donc l'ampleur de cette ville-là. Ça fait que fortifier ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. On s'est mis à tout fortifier. Je vous donnais l'exemple de Paris qui s'était replié sur l'île de la Cité et je vous mentionnais la ville du Mans qui est une ville très bien conservée où la fortification romaine est là. Ceux qui sont curieux, vous êtes peut-être allés voir où se trouve le Mans. Donc, vous avez Paris ici. Le Mans est une ville qui se trouve là. Donc, c'est dans la région, un peu au nord de la vallée de la Loire. Donc, c'est une ville qui est assez intéressante. Il y a une cathédrale. Donc, si un jour vous allez en France, évidemment, je vous conseille d'aller visiter le Mans pour ses fortifications. Donc, on a vu ça dans le cahier, mais il faut quand même regarder ça plus en détail et je vous propose une vidéo sur... Oups, un instant, là, j'ai parti ça, je pensais qu'il n'y aurait pas de son. J'ai parti ça dans mon affaire, c'est parce qu'il y a des pubs, c'est bien fatigant. Donc, je vous propose une petite vidéo qui présente cette fortification. Donc, je vous partage cela. Elle est ici. Excusez le début commercial de cette affaire. C'est Poublé! C'est Poublé! L'édifice le plus remarquable du Mans se trouve au pied de la vieille ville. Une muraille gallo-romaine édifiée au IIIe siècle, sur laquelle veille Nicolas Gauthier, architecte des bâtiments de France. Il n'y a pas de plus belle enceinte romaine conservée en Europe, dans le monde romain, que celle du Mans. Et c'est d'autant plus surprenant que c'est une petite ville. J'attire votre attention, encore une fois, des pauses. Je ne vous ai pas demandé si les pauses vous tenaient, là. On en reparlera après la vidéo. Remarquez bien, là, je vous ai mis un élément sur les différents types de construction romaine. On voit qu'ils ont la pierre de taille qui se pose en bloc. Vous aviez ça dans le cahier. Ils ont l'usage du ciment qu'ils utilisent souvent pour faire les voûtes au-dessus des espaces de circulation, mais ils utilisent aussi la brique pour différents types de construction. Et quand vous voyez des vestiges de ce type-là avec des briques de plusieurs couleurs comme ceci qui forment des motifs décoratifs, il y a de fortes chances que ce soit romain, de grandes chances même, à moins que ce soit une imitation, mais la plupart du temps, on le voit par l'ancienneté de l'affaire. Donc, on comprend ici que les parties anciennes sont ici. Il y a eu des reconstructions, on va en parler. Et de l'entretien, on va en parler lorsqu'on va voir le Moyen-Âge. Parce que quand on va voir le Moyen-Âge, durant le haut Moyen-Âge, vous comprenez bien que les moyens financiers vont diminuer, mais le désir, dans le contexte d'instabilité que va connaître cette période-là, le bâtiment qu'on va vouloir entretenir le plus, c'est la fortification. Donc, ça explique pourquoi on en a des vestiges romains, c'est qu'elles ont été entretenues. Une ville relativement modeste, et pourtant, c'est absolument somptueux. Toute cette enceinte polychrome, marquée par le rythme des briques, les 3 assises de briques, alternant avec 5 assises de pierre, elles-mêmes alternant avec des pierres noires et des pierres blanches. Donc on a cet effet de couleurs qui forme un ensemble extraordinaire, parce que chacun des panneaux entre les tours exprime un ensemble de décors tout à fait différents. La ville du Mans était une ville très étendue. Et comme toutes les villes de Gaule à l'époque, la ville se resserre. Et la construction qui est ici n'est pas une construction faite à la va-vite, c'est une construction qui est faite avec toute la science des ingénieurs militaires, mais en même temps en disant on va vous en mettre plein la vue, même pas mal. 18 siècles plus tard, la fortification gallo-romaine se dresse toujours
à 8 mètres de hauteur. Jusqu'aux années 50, la muraille est restée dissimulée derrière les constructions du quartier des tanneurs. Elle est aujourd'hui dégagée et s'offre à nouveau au regard. Les Manceaux veulent la faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oups. Je l'arrête. J'arrête ça. Ça a coupé un peu rapidement, là. Mais vous voyez, c'est intéressant. On voit bien Oups. Un instant. Mais c'est de la gestion, tous ces vidéos. Donc, on voyait très bien les vestiges, c'est fantastique. On voyait aussi la cathédrale à l'arrière. Et donc, ça correspond aussi à l'aspect où je vous expliquais dans les notes que l'on intègre des édifices religieux dans un des cadrans formés par le Cardo et le Decumanus. Et la cathédrale du Mans est un bel exemple de cette intégration de l'édifice religieux à l'intérieur du mur de fortification. Donc, sur le petit document, je vous ai mis une autre vidéo sur les fortifications du Mans. Vous pourrez aller la voir. Je pense que celle-ci était quand même assez complète pour vous donner une bonne idée de tout cela. Maintenant, l'autre aspect, donc toutes les villes romaines, vous devez comprendre ça, vont connaître ce principe de contraction, de réduction de l'espace autour du forum avec la construction de fortifications tout autour. Toutes les villes romaines vont aussi connaître l'intégration d'éléments chrétiens. Et les plus anciens éléments chrétiens sont des cimetières. Il est très important de comprendre ça. On se souvient dans le concept 1 sur la ville romaine, je vous expliquais que les nécropoles étaient toujours situées en périphérie des centres urbains. Les nécropoles, ces grands cimetières, on en a de magnifiques nécropoles romaines conservées, par exemple, à Pompéi. Le long des voies de circulation, il y a des caveaux où on retrouve des tombeaux. Il y a aussi des lieux d'enfouissement parce qu'on faisait la crémation des corps, donc on mettait les cendres dans des urnes, les gens étaient enterrés. Donc, toutes ces nécropoles étaient garnis de sarcophages, de petits caveaux, etc., et se trouvaient systématiquement à l'extérieur des villes. Lorsque le christianisme va se développer, le besoin de conserver les corps est encore plus grand parce que on croit à la résurrection, ce qui est différent dans le monde polythéiste. Donc, on croit à la résurrection à la fin des temps et on a besoin du corps parce que c'est ce corps qui va être revitalisé au moment du jugement dernier et de la résurrection finale. Donc, les chrétiens ont besoin de conserver les corps. Donc, on va complètement abandonner la crémation à partir de ce moment-là pour les chrétiens, évidemment, parce que là, au début, vous savez, les deux religions coexistent. Donc, les Romains, qui sont encore polythéistes, peuvent se faire brûler à leur mort, alors que les chrétiens, eux, choisissent systématiquement d'être conservés intégralement. Donc, les premiers cimetières à partir du 2e siècle sont les catacombes que l'on retrouve en périphérie des grands centres urbains et principalement à Rome. À Rome, on en a de magnifiques catacombes et je vous propose une visite virtuelle d'une de ces catacombes qui servait de lieu d'enfouissement de tous les chrétiens, aussi bien les évêques, papes et autres personnages importants que les simples fidèles. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est les premiers bâtiments chrétiens que l'on a avant même la construction d'églises. Donc, ça, c'est vraiment à partir du 2e siècle et c'est là que va apparaître une première iconographie chrétienne, celle que je vous ai mise dans l'encadrage orange du cahier de notes. Donc, j'ouvre cela et je vous le partage. Ça ne sera pas long. Je vais le mettre en plein.
Bon, je suis prêt. Je reviens. Allons-y. Ah non, c'est ça ici. Voilà. On y va. L'un, Clément, Laurent, mais aussi Cécile, ou bien encore Agnès. Leurs noms s'égrènent comme une litanie pendant la première prière eucharistique, celle qu'on nomme le canon romain. À la suite de Pierre et de Paul, ils ont donné leur vie. Dans un monde où règne tant de divinités, Néron le premier voue les chrétiens aux martyrs, non pour leur foi, mais en les accusant du grand incendie de Rome en 64. Mais c'est Dioclétien qui persécutera véritablement les chrétiens. Il le respecte comme empereur, mais ne le vénère pas comme un dieu. Les historiens estiment à 5000 le nombre de martyrs lors de cette dernière grande persécution au IVe siècle. Oui, on la voyait tout à l'heure là, dans la vidéo. C'est la persécution de Dioclétien avant la paix de Constantin et la tolérance au tout début du IVe siècle. Bienvenue aux catacombes. C'est Geoffroy, notre guide, qui nous emmène dans les catacombes. Ici, hors les murs de la cité, les Romains enterraient leurs morts. Les chrétiens suivront cette tradition au début en plaçant leurs défunts et leurs martyrs dans ces galeries de plusieurs kilomètres de long. Geoffroy, combien est-ce qu'il y a de tombes ici, à peu près? À Saint-Calix, on l'estime à peu près à 500 000 tombeaux. Hommes, femmes, enfants? Oui, il y a un peu de tout. Par exemple, là, on peut voir la tombe d'un bébé qui date du IIIe siècle. C'est encore fermé d'origine. Juste petite précision, donc on comprend qu'avec un nombre aussi important de tombes, et il y avait 4 ou 5 catacombes, je ne me souviens plus, autour de Rome. Ça, c'est Saint-Calix, c'est très connu et très spectaculaire. Donc, on imagine que l'on venait se faire ensevelir, même si on n'habitait pas Rome, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas autant de chrétiens à Rome. Donc, il y a quelques générations de chrétiens, bien entendu, mais on devait venir de régions de l'Italie pour se regrouper dans ces cimetières-là autour de Rome. On dit souvent ou communément que, en fait, la catacombe, c'est un endroit où les chrétiens venaient se réfugier pendant les persécutions. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai parce que ça a été seulement le lieu où les chrétiens du 2e jusqu'au 5e siècle ont enterré leurs morts. Geoffroy, il y a aussi des papes qui sont enterrés là. Oui. On dit qu'il y en a 16, je crois. Oui, dans la catacombe de Saint-Calix, il y a eu 16 papes enterrés, mais dans la crypte qui est ici, qui est connue comme la crypte des papes, ici étaient enterrés 9 papes du 3e siècle. Comment est-ce qu'on sait que tel pape ou tel pape a été martyr? À côté du nom du pape, on voit le sigle MTP, qui est en grec Mitauro. C'est l'abréviation de martyr. Un martyr, c'est un témoin de sa foi. Alors là, c'est le pape Fabien. Saint Fabien, qui est martyr. On a le pape Saint Poncien, martyr, et le pape Six II, martyr. Geoffroy, dans les parties des catacombes qui ont été fouillées, on recense à peu près une 60aine de martyrs. Alors nous sommes ici dans la chapelle, Sainte-Cécile, martyre elle-même. Comment se passait un enterrement? Alors, pour le cas de Sainte-Cécile, elle, comme elle était d'une famille riche, elle a été placée dans un sarcophage. Sinon, les personnes les plus humbles, eux, ils étaient enveloppés dans un linceul, déposés dans des alvéoles, et ils mettaient de la chaux vive sur le corps, et la tombe était fermée avec une pierre tombale. Est-ce que les chrétiens demandaient à être enterrés tout près des martyrs? Oui. Parce que les martyrs sont des gens considérés très importants pour les chrétiens. C'est des gens qui ont témoigné leur foi chrétienne en donnant leur propre vie. Les gens qui venaient là vénéraient les martyrs, leurs tombeaux. Comment ça se passait? Oui, ils venaient honorer ces morts. Ils venaient souvent toucher le tombeau. Et souvent, il y avait aussi des familles qui faisaient des agapes. Le repas funéraire, c'était leur façon de souhaiter aux défunts l'arrivée au port de l'éternité de l'âme. Et laisser aussi une place vacante, comme si le défunt était présent avec eux. Parce que le défunt est toujours présent dans la vie. Parce que la mort, c'est pas la fin de toute chose pour un chrétien. Pourquoi Rome? Parce que c'est là, à Rome, que les premiers martyrs ont versé leur sang dans l'ombre des catacombes. Mais leur témoignage de lumière est arrivé jusqu'à nous.
Comme il avait aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Les premiers disciples, puis les premiers chrétiens, vécurent autrement et aimèrent jusqu'à donner leur vie. Alors leurs vies sont devenues des stèles, des pierres d'angle de cette Église que nous formons, fondée sur la solidité de leur témoignage. Oups. J'attire votre attention sur un phénomène. Je vais arrêter de partager cette vidéo. Il y a eu une espèce d'engouement pour le martyr. Les chrétiens voulaient se faire martyriser à ce moment-là parce qu'il faut imaginer une affaire, c'est qu'on s'attendait à ce que la fin des temps soit très, très proche. On n'attendait pas des millénaires avant la fin du monde. On pensait que Jésus reviendrait les chercher rapidement. Donc, les gens s'en allaient au martyr avec joie. Et ça, c'était très déstabilisant aussi pour les Romains. Donc, on se faisait martyriser parce que l'on savait que la fin des temps, on pensait que la fin des temps était proche. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, cette réalité-là. Donc, les catacombes sont les premiers lieux de conservation de vestiges chrétiens. Et rapidement, on va voir apparaître des sarcophages à l'époque paléochrétienne, principalement à partir du 4e siècle. Et ce sont des œuvres, on va en regarder, là, on n'écoutera pas toute cette petite vidéo-là parce qu'elle est sans son et sans commentaire. Bien, il y a un son, mais je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Et c'est juste pour vous faire voir des images et surtout vous montrer la qualité de ces sarcophages qui sont assez spectaculaires. Donc, j'y vais. Blablabla, c'est ça ici. Allons-y. Donc, dans cette vidéo, ce sont toujours des sarcophages du 4e siècle, début 5e siècle. J'aimerais que vous remarquiez la qualité de la sculpture, parce que ça, quand on va arriver au Moyen Âge, il va y avoir une espèce de rupture. Les ateliers romains ne seront plus accessibles et les Germains ne sont pas de très bons sculpteurs. On va voir une espèce pas de déclin, mais de transformation et de simplification de la sculpture. Là, pour le moment, on est dans un monde où la sculpture est de très bonne qualité. C'est le monde romain. J'arrête ici. Chose très importante, là, vous avez vu dans vos notes de cours, il y a un grand sarcophage, il y a un couple qui est allongé à l'horizontale. Les Romains faisaient beaucoup
souvent les couples se faisaient enterrer ensemble et on sculptait leur effigie sur le couvercle comme s'ils étaient allongés en train de prendre un repas. Parce que vous savez, les Romains, dans le triclinium de la maison romaine ou dans leur jardin à péristyle, mangeaient semi-couchés. Donc souvent, on les représente dans cette posture-là sur les sarcophages. Vous en avez un bel exemple de sarcophage pré-chrétien dans le concept 6. Mais les moins riches là, se faisaient représenter sous une forme de cartouche. Ici, cette espèce de petit coquille où on les retrouve. Donc ça ici, ce sont les personnages, le couple qui est enterré dans le sarcophage. Et autour de ça, bien évidemment, ce sont toutes sortes de scènes chrétiennes. Mais donc l'idée de ces portraits des personnages était omniprésente encore à l'époque chrétienne. On veut garder la trace de qui est enterré. D'ailleurs, dans les catacombes, on marquait toujours le nom sur la pierre tombale qui scellait l'arcosolium de la catacombe. C'est la même chose sur les sarcophages. Mais souvent, ces sarcophages-là, ce qui est fou, c'est que malgré leur qualité sculpturale, ils étaient complètement enterrés. Ça arrive. Ils étaient mis sous terre. La qualité de la sculpture et la compréhension de l'anatomie. Ça va rester jusqu'au 5e siècle encore présent. Par la suite, les chrétiens vont choisir volontairement de mettre une dimension plus abstraite que l'on va pouvoir expliquer par leur aspiration à la transcendance, mais ça, on va revoir ça plus tard. Mais au début du christianisme, on reste dans une vision très réaliste en lien avec la sculpture romaine que l'on connaît. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Au fond, ce que je voulais surtout que vous réalisiez, c'est la quantité et la variété de sarcophages chrétiens qu'on a retrouvés. Il y en a beaucoup, là. Ce ne sont pas des vestiges exceptionnels. Il y en a une bonne quantité et ça nous montre la qualité de ces sarcophages-là, à quel point le christianisme touchait toutes les sphères de la population romaine à ce moment-là. Donc, les moins riches se faisaient envelopper d'un simple linceul, placés dans les catacombes et on scellait le tout. Les plus riches se faisaient sculpter des trucs hallucinants qui ont cette forme-là, donc des sarcophages assez impressionnants. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer donc en complément du concept 6 de la ville romaine, donc cette tendance à la fortification et cette intégration d'éléments chrétiens à partir principalement des nécropoles en périphérie des villes. Arrive le 4e siècle. Et là, on va avoir l'apparition des premières églises. Il y a un exemple antérieur qui est une maison-église que l'on a retrouvée à Europos. Vous l'aviez dans les notes aussi. Je vous montre une petite vidéo de cela. On ne l'écoutera pas au complet parce qu'elle est longue, mais je vais la commencer à l'endroit où elle est pertinente, c'est-à-dire à 7 minutes 31. Donc, je vous montre cela. C'est les découvertes de cette maison du 2e siècle où on a des vestiges chrétiens aussi. Bon, je suis prêt à vous partager cela. Ici. Tout aussi intéressante, mais beaucoup moins. Donc,
Je vous montre le plan de la ville de Doura Europos. On la voit, là, elle est structurée en quadrillé romain. C'est une ville romaine où on a, là, je ne vous ai pas mis la synagogue. On avait une synagogue juive et une maison église aussi chrétienne. C'est le plus vieux bâtiment religieux, outre les catacombes, du christianisme. Et donc, c'est au Moyen-Orient, ça, Doura Europos. Bien conservé, on trouve à Doura Europos l'un des premiers lieux de culte chrétien, la Domus Ecclesiae, que d'autres historiens appellent la maison chrétienne. Elle a été fondée en 232 après Jésus-Christ et on ne peut la définir à proprement parler comme une église, car à cette période, sous l'Empire romain, le culte chrétien est encore interdit. Cette maison nous fournit de précieux éléments. Construite sur l'îlot M8, elle change de fonction aux alentours de 240-241. Salle de réunion de la communauté chrétienne de Doura Europos, elle est alors pourvue d'un baptistère et ornée de fresques chrétiennes parmi les plus anciennes de notre ère. L'un des objets les plus décorés est le ciborium. Les images dessinées sont tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament et s'adressent à des initiés. Parmi elles, on trouve la scène de la guérison du paralytique par le Christ, mais aussi celle de Pierre sauvé de la noyade par Jésus. Les archéologues ont mis en lumière une autre fresque intrigante, celle d'une femme au puits, d'abord identifiée comme une Samaritaine. Récemment, des spécialistes du christianisme pensent qu'il s'agit de la plus ancienne image de la Vierge, car le dessin derrière la femme représente une nuée lumineuse qui pourrait bien être l'ange venu annoncer à Marie qu'elle mettra au monde le Christ. Ainsi, Doura Europos a laissé des traces d'une civilisation brillante, cosmopolite et relativement tolérante. Malgré cela, la cité, à partir de 256, va connaître une disparition brutale. Donc, je voulais surtout vous montrer ça. C'est le plus vieux vestige de lieu de culte chrétien. C'est quand même pas rien, là, au fond. Là. Donc, on a cela. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est à partir de 313, où on tolère dorénavant le christianisme, les persécutions cessent et les chrétiens peuvent dorénavant faire leur culte au grand jour. Et là, dans le cahier, je vous expliquais quelque chose de bien simple. Il faut retenir, les chrétiens, lorsqu'ils ont imaginé les premières églises, ils devaient avoir quelques préoccupations de base. Vous vous souvenez, le temple païen, polythéiste, était un lieu où les cérémonies avaient lieu à l'extérieur. Il y avait un autel sacrificiel à l'extérieur. On ouvrait les portes du temple, on voyait la statue derrière. Les prêtres étaient dans les escaliers et les fidèles à l'extérieur sur l'esplanade pouvaient voir la statue du Dieu qui incarnait, matérialisait le Dieu. Et on faisait les oraisons, les prières devant le temple, autour de l'autel où l'on sacrifiait. On avait toutes sortes de trucs. On pouvait faire des sacrifices sanglants avec des animaux. On pouvait faire des libations où on jetait de l'huile sur le feu. On pouvait sacrifier aussi, donner en offrande des végétaux. Puis après ça, on mangeait tout ça ensemble, mais à l'extérieur. Donc, c'était comme une espèce de fête qui était comme parallèle aux dieux. Les chrétiens, eux autres, ils ont un autre besoin et je vous ai mis dans le document du cours une présentation des textes de la Bible qui ont mené à cela. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est la messe? Il faut vraiment comprendre la messe chrétienne. C'est le nom de la cérémonie religieuse. Je sais que vous y allez moins que vos parents, même vos grands-parents, parce que là, ça commence à faire un temps qu'au Québec, on est moins axé sur le christianisme. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Et ça nous est mentionné par Saint Luc. On raconte à la fin des évangiles le dernier repas. Kena, en latin, c'est repas. Donc, la dernière scène, c'est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres.
Et là, normalement, ça pourrait être juste un épisode des évangiles, mais Saint Luc, un des 4 évangélistes, mentionne que Jésus, lors du dernier repas, a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Juste cette petite phrase-là, qui a été rappelée par Saint Paul plus tard dans un épître aux Corinthiens, fait que les chrétiens se sont sentis comme le devoir de reproduire ce dernier repas. Donc, au fond, la messe, qu'est-ce que c'est? C'est un remake de la dernière scène de Jésus où l'on partage le pain et le vin qui symbolisent son corps et son sang. Donc là, c'est une première affaire. Et après ça, on s'est mis à étudier les textes bibliques. Et là, on a bien compris que Jésus avait demandé à ses disciples d'aller louer une salle pour qu'ils puissent tenir leur dernier repas. Donc, on avait une autre indication. Cette cérémonie devait avoir lieu à l'intérieur. Ce qui fait que les chrétiens, eux autres, quand ils ont eu la permission et la possibilité de construire des églises, ils avaient le désir d'avoir une salle où ils peuvent entrer pour faire le dernier repas et une salle donc, où ils pouvaient se rassembler à l'intérieur. Ça, c'était très important pour eux. C'était une façon de reproduire plus fidèlement ce qui avait été fait dans la Bible. Donc là, il y avait ce mandat-là. Et l'autre affaire, c'est qu'ils voulaient aussi se distinguer des anciens temples. Ils ne voulaient pas que ça ressemble à un temple. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'ils se sont dit, quelle est la principale salle de réunion que l'on a qui n'a pas de connotation religieuse pour nous dans le monde romain? Ils ont dit, c'est la basilique. La basilique, vous vous souvenez, dans le concept 1, je l'explique, c'est un édifice, et on a vu que c'était, vous l'avez vu dans l'hypothèse 2 aussi, c'est un édifice qui sert pour les procès. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Sa vocation principale, à côté du forum, c'est de servir au procès. Ça continue à l'époque paléochrétienne, évidemment, ça. Mais la basilique sert aussi de lieu de rencontre, de lieu de réunion. Elle a quand même d'autres fonctions que judiciaires et les Romains l'utilisaient donc pour se rassembler pour diverses raisons. Donc là, au fond, elle ne ressemble pas à un temple, elle est très différente. C'est ce grand bâtiment avec un vaisseau central qui est plus élevé que les 2 vaisseaux latéraux. C'est l'idée de la basilique. Donc, elle est très propice à ça. Donc, Constantin, lorsqu'il va construire les premières églises, il va reprendre le modèle architectural de la basilique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'entrée. On va la mettre sur un des petits côtés. Avant, à l'époque de la Pax Romana, les basiliques, puis ça va se continuer aussi par la suite, les basiliques judiciaires continuent à exister. On entre, souvent ces basiliques-là bordent le forum et le grand côté de la basilique donne sur le forum. Donc, on a un escalier qui fait toute la longueur de l'édifice qui permet d'entrer dans la basilique. Les chrétiens vont dire, bon là, on va quand même se distinguer de ça aussi. On va reprendre le même modèle, salle de réunion, sur la longueur, mais on va mettre la façade sur le petit côté, un peu comme un temple au fond. Là. On va garder cette idée-là. Ce qui fait que, mais à la grande différence, on a besoin d'un édifice où l'on fait la célébration à l'intérieur. Donc, l'autel qui était à l'extérieur, on va le ramener à l'intérieur et on va le mettre dans la partie qu'on appelle le chœur. C'est H-O-E-U-R. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de base. Se distancer des temples pour pas que ça ressemble à un temple et trouver un modèle architectural qui est propice au rassemblement intérieur. Donc, ça, c'est vraiment la base. Qu'est-ce que ça donne dans les faits? On en a plusieurs exemples, mais une basilique du 4e siècle, très bien conservée, c'est celle de Sainte-Sabine à Rome. Sabine étant une martyre, donc on va avoir des basiliques pour les martyrs, on va avoir des basiliques qui ne sont pas nécessairement associées à des martyrs non plus. Donc, on va avoir toutes sortes de modèles et c'est à partir de ce genre d'affaires-là que l'on va développer les premières églises. Là, j'ai une petite vidéo. Malheureusement, elle est en anglais, mais vous allez assez bien comprendre. Le ton est un peu lent, mais dans l'ensemble, c'est qu'on y voit des belles images en mouvement et on va vraiment comprendre la forme de l'édifice. Et c'est d'un bon niveau intellectuel, donc je trouvais qu'elle était intéressante. Donc, c'est Khan Academy qui fait des bons vidéos historiques. Je vous montre cela.
We're at the top of the Aventine Hill in Rome at the Basilica of Santa Sabina. This dates to the 400s, only about 100 years or so after Constantine legalizes Christianity. Donc, on nous dit que c'est au début du 5e siècle. On voit bien la forme, là, c'est vraiment la forme de la basilique avec une partie centrale plus élevée, qui est la nef centrale, et des bas-côtés de chaque côté. Donc, on entre par la façade ici, et le chœur est dans cette partie arrondie qu'on appelle l'abside. Fabulous view of the city of Rome, and it feels like an important place. The great ancient Roman temples were on nearby hills, like on the Capitoline Hill was the ancient pagan temple dedicated to Jupiter. And so it made sense to be here to speak of the new official religion of the Roman Empire. Ça, c'est important. On a dit, on l'a construit sur la colline capitoline. Je vous parle depuis le début de la session que Rome est faite sur cette colline. Les palais avaient été construits sur les flancs du Palatin, donc d'où le mot palais. La colline capitoline était le Capitole et était l'endroit où il y avait le plus de temples. Donc, quand le christianisme est devenu religion officielle, Sainte-Sabine, c'est une église du moment où le christianisme est une religion officielle. Donc, ça fait à peu près 100 ans que le christianisme est toléré. Elle est construite dans un endroit très symbolique où il y avait la plupart des temples païens avant. Now, the early Christians did not invent an entirely new architecture. Instead, they looked back to large-scale building from ancient Rome. They repurposed the basilica. This was, in ancient pagan Rome, an administrative structure. It's interesting to compare the religious structures of the pagan and the Christian. Donc, on nous explique ici, voici un exemple de temple romain. On dit non, on n'a pas repris ça, mais on s'est plutôt inspiré des basiliques et on voyait des vestiges de la basilique de Maxence dont je vous ai montré une reconstitution la semaine dernière. Vous avez le lien dans les liens multimédia de la semaine dernière. We think of a Greek or Roman temple, we're thinking of a house for the god or goddess being honored, and it would not have much interior space, often just enough for the cult sculpture. But a basilica is a great structure for the early Christians because it could hold huge numbers of people. It had a sense of imperial authority. It was government building, and so it was associated with the empire, and as an official religion, you would want to communicate. Ici, on nous dit que justement le temple n'était pas fait pour les cérémonies intérieures, c'est ce qu'on nous expliquait. Et vous avez ici une basilique administrative, celle que je vous ai montrée d'ailleurs la semaine dernière. Donc, on voit cette nef centrale-là avec des bas-côtés. On y entrait par ici, le grand côté. Vous voyez, les escaliers sont là. L'église, les premières églises reprennent exactement la même forme, sauf qu'on y entre par ce côté-ci. Communicate that. The other important thing was that a basilica could have a longitudinal axis. That is, it could focus attention on the opposite end to the entrance, and so large numbers of people. On voit bien l'intérieur ici. Donc, là, on vient de passer l'entrée. On est à l'intérieur de la nef. On voit bien le chœur. Ici, l'autel est placé à l'intérieur. Et les bas-côtés qui sont plus bas que la nef principale. Donc, cette disposition-là permet d'avoir des fenêtres ici, puisque le mur des bas-côtés ici est plus bas. Et on voit qu'on est en plein monde romain. On a de pures colonnes corinthiennes telles qu'on utilisait pour les temples et les autres grandes architectures. People could gather for the liturgy with a focus on the altar. And we see that here at Santa Sabina. Each of those enormous arches creates a visual rhythm that leads our eye down to this critical point. Art historians like to talk about how at Santa Sabina we get a sense of what Old St. Peter's looked like. Now, Old St. Peter's was important because it was... Ça ici, juste pour vous préciser, c'est une vue ancienne de la basilique Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, elle a été complètement reconstruite, mais elle existait sous cette forme au 5e siècle. Donc, on voit très bien par le dessin ancien. Elle a été reconstruite au 16e siècle et Michel-Ange, entre autres, a participé à la reconstruction. On va voir ça plus tard. Mais donc, on voit bien la nef centrale ici qui est plus élevée que les nefs latérales ou bas-côtés. Donc, c'est vraiment la structure de la basilique telle que les premiers chrétiens l'ont imaginée.
built by Constantine. So when he legalized Christianity, he set about building the first churches in important cities all over the empire. And here in Rome, he commissioned the building of Old St. Peter's, which got rebuilt in the Renaissance. But the original St. Peter's was about 100 years older than Santa Sabina, so this building gives us a sense of what that building. Donc, ça ici, c'est très intéressant. C'est une reconstitution de ce que l'on connaît de l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome et elle a toutes les grandes caractéristiques de la basilique paléochrétienne avec cet énorme atrium devant qui est comme une cour un peu spectaculaire qui rappelle d'ailleurs les cours qu'on a dans les palais romains. C'est vraiment quelque chose qui se veut une splendeur et on voit très bien la forme basilicale avec la partie centrale plus élevée que les côtés et cette entrée par le petit côté qui est très différent des basiliques judiciaires que l'on construit encore à la même époque. Looked like. However, that building did have a couple of important differences. It was much larger than Santa Sabina. It was on an imperial scale, but also importantly, the ceiling of the nave was truss, and it had a double aisle on either side of the nave to help accommodate movement of so many people through that space. The old St. Peter's and the new St. Peter's rebuilt in the Renaissance was the burial place of St. Peter. And so it was a very important pilgrimage site. So it had to accommodate large numbers of people. But it's so wonderful that we get some sense of what that church commissioned by Constantine looked like when we go into Santa Sabina. There's one particularly interesting element in the porch. Let's take a look at it before we go inside. We're looking at a carved wooden doorway that dates from the 5th century. Now, it's been heavily restored, but it's remarkable that a wooden doorway carved with scenes from the Old and New Testament survives from the 5th century. Generally. Donc, c'est fou, là, on nous explique que la porte d'entrée qui a été conservée date du 5e siècle. Et je vous ai mis une image de la plus ancienne crucifixion conservée. Elle est prise à partir de cette porte. Organic materials like wood don't last this long. But there's one particular scene that is interesting to art historians, and it's all the way in the upper left corner of the door. It may be one of the very first examples of a crucifixion. It's especially interesting because in most early Christian art, we don't see the resurrection or the crucifixion. Mostly have a focus on Christ's ministry and miracles. Well, we don't actually see the cross. What we see is a large central figure with his arms out, and then on either side are two smaller figures, presumably the two thieves that were crucified on either side of Christ. Donc ici, on nous explique qu'on n'a pas représenté la croix, mais ils ont la posture de la crucifixion. Et donc le Christ au centre et le bon et le mauvais larron qui sont de chaque côté. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer, là, vous donner le goût d'aller voir cette basilique. Un autre édifice très important qu'il faut connaître, c'est le baptistère, parce qu'on va en reparler de ça. Donc, la basilique reprise des basiliques judiciaires, transformée en église par les mutations que je vous ai expliquées. Mais on a aussi conçu, à partir de l'époque paléochrétienne, ce qu'on appelle des baptistères. Il ne faut pas oublier une chose, à l'époque, on baptisait des adultes, donc on avait besoin d'un grand édifice où on aménageait une piscine au centre, où la personne, parce qu'on baptisait comme le Christ avait été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans les évangiles, Saint Jean-Baptiste avait demandé à Jésus de descendre avec lui dans le Jourdain pour le baptiser. Donc, on reproduit cette formule-là, ce qui fait qu'on a besoin d'un grand bassin au centre de l'édifice qui permet justement à l'adulte de descendre, ce qu'on appelle le catéchumène, celui qui veut devenir chrétien. Donc, il descend là, et l'évêque, parce qu'à l'époque, ce ne sont que les évêques qui baptisent, il n'y a pas d'église paroissiale encore. Donc, quand on veut se faire baptiser, il faut aller dans la ville la plus proche où il y a un baptistère qui est généralement associé à côté de la cathédrale. Et là, c'est important de remarquer que le baptistère est un édifice de plan centré, c'est-à-dire qu'il s'insère dans un carré et il est surmonté par une coupole ronde. Un des plus anciens que l'on a, c'est celui de Fréjus dans le sud de la France et je vous le montre. Je démarre le tout. Je vais mettre ça ici. Un instant. Ça ne sera pas long. Nous sommes prêts.
Et là, c'est le deuxième type d'édifice que les chrétiens vont inventer à l'époque paléochrétienne. Donc, la basilique-église et le baptistère de forme concentrique, c'est-à-dire pas longitudinale, autour d'une grande coupole ronde. On le voit bien, tel qu'il est conservé aujourd'hui. Ces pierres datent du 5e siècle, pour preuve leur façonnage. Ça, c'est la manière dont il est disposé, dont les pierres sont jointurées, la nature ce qu'on peut appeler le ciment, la chaux qui lie les pierres entre elles. C'est un baptistère, l'un des plus anciens de France, là où des générations et des générations ont décidé de transformer leur vie pour se rapprocher de leur Dieu. Au 5e siècle, dans ce baptistère, le catéchumène rentrait dans cette cuve baptismale. Il est immergé dans cette eau qui n'est pas stagnante, mais qui coule, et il est immergé 3 fois, puisqu'il est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une fois qu'il est baptisé, il ressort de la cuve baptismale, et là, on le revêt d'un vêtement blanc pour pouvoir bien signifier que c'est une vie nouvelle pour lui. L'orientation du baptistère, avec son entrée à l'ouest et sa sortie à l'est, symbolise ce changement de vie. Si vous voulez, l'ouest, le soleil s'est couché, il a dormi, et puis on se dirige vers l'est où il se lève. C'est-à-dire on marche vers la lumière. Et pour être illuminé, il faut passer par les eaux du baptême. Et pas n'importe où. C'est dans cette cité épiscopale, à Fréjus, que se trouve ce trésor, au milieu d'une ville médiévale témoin de plus de 1600 ans d'histoire chrétienne, avec notamment son baptistère, son cloître, sa cathédrale. Magali a reçu ici ses premiers sacrements et elle veut poursuivre avec son mari cette tradition pour leur fils. Mais c'est une joie pour moi de vous accueillir. Là, il y a quelques petits jasages, mais je vous montre la suite où on s'en va à l'intérieur à partir de 2,28. J'avais tout planifié ça. Allons-y. Donc là, ils parlent avec le curé, puis là, ils s'en vont dans le baptistère. Donc, encore en usage, c'est fou, hein? Aime faire partager l'histoire de ce baptistère et aujourd'hui, comment on y pratique le baptême. Voilà, c'est le baptistère donc, du 5e siècle, en sachant très bien qu'ici même, des générations et des générations de Fréjusiens ont été baptisés. Alors ça ne se passait pas de la même manière au 5e siècle, comme pour votre baptême, parce qu'on ne va pas le plonger ici, mais le baptême de Théo, eh bien, on se mettra auprès de la cuve baptismale qui est ici pour le baptême, pour verser de l'eau sur sa tête. Avec Théo, plus de 2000 Fréjusiens. On va voir ça plus tard. L'apparition des cuves baptismales va apparaître à la fin du Haut Moyen-Âge, on va voir ça plus tard, jusqu'à un moment où on se met à baptiser les enfants. Donc là, au début du christianisme, ce sont les adultes qui peuvent se faire baptiser, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, eux entraient dans la piscine. Maintenant, on a transformé ça au courant du Moyen-Âge. Les Chrétiens ont reçu le baptême depuis le début de ce siècle. Et on estime à plusieurs centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants, ceux qui sont entrés ici dans la vie chrétienne. Voilà. Regardez un peu. Ces pierres datent... Je gère mes affaires. C'est bon. Voilà. Donc, le baptistère, deuxième type d'édifice très important. On va en reparler. Donc, retenez cette affaire-là. La basilique, premier type. Deuxième type, le baptistère. Maintenant, on a vu plusieurs choses. Il y a des œuvres d'art. Je vous ai mis des trucs sur les mosaïques là-dedans. J'aimerais vous parler surtout des codex. Vous aviez un encadré dans le concept 6 qui vous disait qu'à partir de l'époque paléochrétienne, on va utiliser passablement le livre relié, ce qu'on appelle des codex. Vous aviez un peu l'historique de tout ça. Donc, on abandonne l'usage des rouleaux sur lesquels on avait les textes sacrés. Les Juifs, par exemple, ont conservé la Torah sous la forme de rouleaux, mais les chrétiens, eux, vont abandonner ça et vont choisir le codex, ce type de livre relié. Et un des plus anciens qu'on a de conserver, c'est le Codex Sinaiticus. Je vous ai mis aussi un exemple d'image qu'on appelle des enluminures que l'on peignait à l'intérieur de ces codex-là. Dans les notes de cours, vous aviez ça.
au Moyen Âge, on va complètement conserver cette structure-là. Alors, je vous montre ça. Il nous reste 2 petites vidéos. Là, je pense qu'on est capable de finaliser ça. Là, je pense qu'on n'aurait pas été capable de respecter mon heure et demie, mais on va avoir un petit peu plus long. Je vous montre le Codex Sinaiticus où l'on intègre les livres sacrés chrétiens. Donc, tous les chrétiens vont choisir les codex, ces livres reliés, qui sont beaucoup plus pratiques. Je pense que je vous l'expliquais. Dans la tradition chrétienne, on se doit de comparer, vous savez, les évangélistes racontent la même histoire différemment. Donc, on veut comparer les passages. C'est beaucoup plus facile dans un codex que dans un rouleau parce qu'on peut intégrer une table des matières qui nous permettent d'aller voir les passages comparables de chacun des évangiles. Puis après ça, on va développer une espèce de technique, pas liturgique, mais théologique, où on compare l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez, la Bible est constituée de l'Ancien, qui est en gros, en bonne partie, la Torah juive, donc les textes des patriarches qui parlent de Yahvé, et le Nouveau Testament qui parle de Jésus. Et on a une théorie chez les chrétiens, les deux sont en étroite relation. On veut pouvoir comparer les passages. Donc là, c'est vraiment très, 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 très pratique pour eux d'avoir cette table des matières. Et le plus vieux codex conservé est le Codex. Parce que trouvé au mont Sinaï, en fait. Nous sommes en février 1859. Le bibliste allemand Constantin Tischendorf séjourne au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï, où il espère dénicher de nouveaux manuscrits bibliques. On va reparler du monachisme, et ça, c'est un des plus vieux monastères. C'est dans le désert, le mont Sinaï. Vous connaissez peut-être ce nom-là. C'est là où Moïse a reçu les tables de la loi. Donc, on a fait un monastère chrétien très, très important. Ce sont les premiers monastères apparaissent en Orient. On va voir qu'ils vont se répandre en Occident, donc sur le territoire européen, surtout à partir du Moyen Âge. Mais ça en est un exemple très ancien, et c'est pour ça qu'on a une Bible très ancienne aussi. Première visite en 1844, il y a déjà découvert des centaines de feuillets d'un Ancien Testament en grec qui remontaient au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était un bel encouragement pour un savant qui s'est donné pour mission de défendre l'authenticité des Saintes Écritures contre ceux qui la mettent en doute, faute de manuscrits antérieurs au IXe siècle. Et voilà que l'économe du couvent lui apporte cette fois la suite du même codex, avec l'intégralité du Nouveau Testament. Alors qu'il recopie patiemment le texte, Tischendorf est ébloui par la taille et la finesse exceptionnelle du parchemin, la qualité de sa conservation, la noblesse de cette écriture tout en majuscules. Cette Bible, se demande-t-il, ne serait-elle pas l'une des 50 copies commandées par l'empereur Constantin après le concile de Nicée en 325 ? Et si les moines en faisaient don au protecteur de l'orthodoxie, le tsar Alexandre II de Russie ? Et c'est ainsi que le codex arrive 10 ans plus tard à la Bibliothèque impériale, qui deviendra Bibliothèque nationale après la Révolution de 1917. Mais en 1933, la Russie a besoin d'argent, et la Bible du Sinaï, mise en vente à Londres, est acquise par le British Museum, où elle se trouve encore. Aujourd'hui, la précieuse Bible est dispersée entre plusieurs institutions, mais grâce à l'informatique, elle est intégralement accessible sur Internet. Dans la chaîne de retransmission des Écritures chrétiennes, le Sinaiticus représente plusieurs maillons. Le premier est la copie des textes exécutés, semble-t-il, vers 350-360 après Jésus-Christ. Cette version grecque, héritée d'Alexandrie, est déjà connue par quelques fragments de papyrus du IIe siècle et par des citations des pères de l'Église. Elle enfile les 4 évangiles dans l'ordre que l'Église conservera in fine, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais il lui manque d'importants passages, tels l'épisode de la femme adultère et la finale de l'évangile de Marc. En outre, elle compte aussi 2 œuvres apocryphes qui seront rejetées comme sacrées, mais qui étaient tolérées pour l'instruction des catéchumènes. Bref, la Bible du Sinaï est à un stade presque, mais pas tout à fait canonique. Pas étonnant, et c'est notre deuxième maillon,
que cette version a été annotée au fil des siècles. Un des scribes, qui l'ont ainsi mise à jour au 7e siècle, apporte d'ailleurs une importante précision. Il s'est basé, écrit-il, sur une copie d'Origène validée par l'évêque Pamphile de Césarée au tout début du IVe siècle. On postule alors que ce scribe fréquentait la bibliothèque de Césarée et que le Sinaiticus y était conservé, avant d'être mis à l'abri à Sainte-Catherine lors des menaces perses ou musulmanes qui pesèrent en Palestine contre la chrétienté au 7e siècle après Jésus-Christ. On nous dit que probablement elle était conservée à Césarée. Césarée, c'est une ville romaine d'actuel Israël, donc c'est un édifice, c'est une localité importante. Donc, premier manuscrit conservé de chrétienté. Vous remarquez qu'il est en grec. Rapidement, on va avoir des traductions latines et ça va perdurer dans tout l'Occident chrétien par la suite. J'aimerais terminer en vous présentant, vous aviez dans le cahier de notes la basilique de Porech, qui est en Istrie actuelle, donc sur le bord de la mer Adriatique. C'est une des plus belles basiliques paléochrétiennes conservées. Elle a à la fois un atrium devant et un baptistère, donc c'est un ensemble complet. Elle est vraiment très intéressante à visualiser. Et je vous la propose pour les dernières minutes de notre affaire. Donc, on regarde ça, puis ensuite, on conclut le tout. The Golden Mosaics of Porridge, Episcopal Complex of the Euphrasian Basilica in the historic center of Porridge. The town of Porridge is situated on the western coast of Istria, in Croatia. Porridge was founded by the ancient Romans as the political center of Istria. The Temple of Mars is dedicated to the god of warfare and was built by the Romans during the 1st century AD. This watchtower dates back to the 16th century when the town was ruled by the Venetians. Among these wonderful sites is the Euphrasian Basilica, built by the Romans during the 4th century AD. This is the baptistry. The most common form of baptism today is the pouring or sprinkling of sacred water on a person's forehead by the priest. However, in those days, people were baptized by being immersed in a baptismal pool filled with sacred water. The basilica has a chapel built in the mid-16th. Donc là, on sort du baptistère et on voit ça, c'est l'atrium qui permet d'entrer, qui précède l'entrée principale de la basilique. Century, during the Byzantine Empire. The chapel has an outstanding feature that made it famous. It is the magnificent mosaic in the central apse. The golden mosaic depicts Saint Mary holding the baby Jesus. This work is referred to as a masterpiece of Byzantine mosaic art. This mosaic depicts Euphrasis, the priest who built this basilica. Each mosaic tile was intentionally placed at different angles so that sunlight reflected in various directions to create a sacred atmosphere. During the 8th century, the Byzantine Empire, Leo III, banned the veneration of icons, with the result that icons inside churches throughout the empire were destroyed. However, Porridge became independent from the Byzantine Empire at the end of the 9th century and managed to escape the destruction unscathed. Ali retko gdje i možda nigdje nećemo naći tako autentične, tako dobro sačuvane. Donc là, on nous explique la mosaïque qui est conservée. C'est une œuvre assez fantastique, effectivement. Donc, on est chanceux d'avoir tout cela. Et je pense qu'on pourrait arrêter le vidéo là parce qu'on a eu une bonne idée de l'ensemble. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour revenir sur les deux concepts 6 et 7. Donc, transformation de la ville romaine
et invention des églises et des baptistères comme édifices chrétiens qui vont marquer le Moyen Âge. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ce qui se passe à l'époque paléochrétienne parce que le Moyen Âge va récupérer, malgré que les peuples germaniques viennent s'installer dans l'Empire romain, comme on a vu, ils vont conserver ces traditions qui ont été mises en place par les premiers chrétiens de l'Empire romain. Ils vont les modifier, on va voir comment. Donc, ça, c'est important. Donc, au fond, quand on comprend que nous, on a jusqu'à maintenant, là, si je reviens à ma ligne du temps, jusqu'à maintenant, je vais le mettre en plein écran, vous la voyez bien, elle est là. Donc, là, nous, on a terminé l'Antiquité. Au fond, on a vu du 1er au 5e siècle. En 476, on a vu qu'à partir de la fin de l'époque romaine, des peuples germaniques venaient s'installer sur le territoire. Quand en 476, on va arrêter d'avoir des empereurs, les petits royaumes que certains peuples germaniques avaient mis en place vont se mettre à se développer. Et là, on va être dans un tout autre univers qui va correspondre au Moyen Âge. Donc, la première partie du Moyen Âge, qui va du 5e jusqu'au 10e siècle, c'est ce qu'on appelle le Haut Moyen Âge. Et c'est la prochaine étape de notre étude. Vous avez à lire dans votre cahier, là, si je reviens, je l'avais ouvert, où est-ce que j'ai mis ça? Je pense que c'est ça ici, oui. Dans votre cahier, ça, c'est notre cahier de notes, là. Donc, ça, c'était ce que vous aviez à faire, les codex, toutes ces choses. À partir de ce moment-là, vous avez la partie 3 qui correspond au Haut Moyen Âge. C'est la suite directe. Donc, vous allez voir comment évolue la ville, concept 9. Donc, vous allez voir, ça change quand même passablement. Là, on passe dans un autre monde et on va assister à une certaine dislocation de tout cela. Après ça, vous allez voir les formes d'art, comment on se distancie des formes romaines avec des nouveaux éléments artistiques qui se mettent en place. Les manuscrits vont devenir de plus en plus enluminés avec des éléments particuliers. La sculpture va connaître une certaine dégradation. Ce ne sont pas des bien bons sculpteurs, les Germains. Les ordres antiques vont disparaître, mais on conserve de manière générale les grands médias, les mosaïques et ces choses-là. Donc, vous avez ça. Ensuite, on va voir comment la campagne se transforme, comment les grandes exploitations agricoles deviennent autre chose. Vous allez pouvoir comprendre ça. Je vous ai mis un petit texte source des représentations de l'époque. La vie religieuse, l'apparition des monastères et des cloîtres, vous allez comprendre ça. L'apparition des hôpitaux, ça c'est très important aussi, on va en reparler. Et le dernier concept vous présente les palais du 8e au 10e siècle, qui est la dernière phase du Haut Moyen Âge. On va en reparler aussi en classe la semaine prochaine. Les palais carolingiens, qui sont très, très, très importants parce qu'ils vont marquer ce que va devenir les châteaux forts par la suite. Il faut que vous les compreniez, surtout leur réalité fonctionnelle. Donc, ce sont vos 4 concepts à lire, donc jusqu'à la page 172. À partir de là, donc, on va avoir un portrait complet du Haut Moyen Âge. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter l'enregistrement.